Bonjour et bienvenue au podcast Viens t'inspirer, animé par les membres du club entrepreneuriat de Sainte-Foy. Nous sommes une quinzaine d'étudiants très motivés et nous accueillons différents entrepreneurs pour nous raconter leur parcours inspirant. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Viens t'inspirer. Je suis Marie-Philippe Benoît, présidente du club entrepreneuriat de Sainte-Foy et notre mission est d'allumer la flamme entrepreneuriale chez les étudiants. Je suis Émilie Vessina, VP du comité partenariat et aujourd'hui, nous accueillons Anya Okuka. Bienvenue Anya à notre podcast. Merci à vous de m'avoir invitée. On est vraiment très honorés que tu aies accepté notre invitation. Puis on aimerait ça que tu nous en dises plus sur toi parce que c'est qui Anya Okuka? C'est qui Anya Okuka? En fait, je suis originaire de l'ex-Yougoslavie. Je suis née en 93 pendant la guerre civile qui a explosé dans mon pays natal. Donc, j'ai immigré au Canada quand j'étais toute petite. Je suis une ancienne du Cégep Sainte-Foy. Donc, j'ai après mon parcours universitaire, je me suis lancée plus intensément dans l'entreprise familiale qui est le Café Castello. Aujourd'hui, je suis la directrice du développement des affaires chez Café Castello et la relève. Donc, je suis un peu une touche à tout. Souvent, en blague, je dis que je suis la mascotte de Café Castello. Puis souvent, c'est moi la porte-parole qui touche un peu à tout. Donc, c'est pas mal ça, Anya Okuka, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment. Puis, pour quelqu'un qui ne connaît pas Café Castello, comment décrirais-tu ton entreprise? Café Castello, en fait, ça a été fondé en 1996 à Québec. Ça faisait 1 an qu'on avait immigré au Québec et mes parents ont parti un petit coffee shop, en fait, que mon père torréfiait et on vendait le café. Aujourd'hui, en fait, c'est une usine qui est faite sur mesure à Saint-Nicolas, qu'on reçoit le grain vert, on le torréfie. Après ça, on le redistribue. On a aussi la technologie pour faire de l'encapsulage pour les capsules compatibles avec Keurig et Nespresso. On fait également du café traité qui va dans les capsules réutilisables. Donc, on est vraiment très diversifié, très polyvalent. On est dans plusieurs marchés, que ce soit avec les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les bureaux, les restaurants. En fait, aucun amateur de café, on est là. Donc, on fait du B2B. On s'en va vers la section des questions à rafale. Moi, je te connais un peu par l'entremise de différentes personnes, d'Andrea entre autres. Et puis là, la section des questions à rafale, tu dois répondre par quelques mots, les premiers qui te viennent en tête. Parfait. T'es prête? Je suis prête. Super. As-tu un talent caché? Je dirais que je suis une éternelle émerveillée. Je pense que c'est un talent parce que quand je regarde autour de moi, les gens sont tellement rendus un peu, comment dire, ils s'émerveillent plus autant des bonnes choses, de la simplicité. Donc, je pense que c'est un talent, en fait, qu'il faut garder son cœur d'enfant tout au long de sa vie. Tellement important. Mm-hmm. C'est quoi ta saison préférée? L'été. Je suis un lézard. Moi, j'adore la chaleur, le froid, incapable. C'est quoi ta citation préférée? Et citation, j'ai pas vraiment de citation, mais c'est comme un petit proverbe, en fait, que j'avais lu quand j'étais au secondaire, puis ça a vraiment changé ma vision de la vie, en fait. Je lisais, en fait, comment ils éduquaient, qu'ils apprenaient des tours aux éléphants. En fait, ils les prenaient quand ils étaient éléphantaux et ils attachaient une corde autour de leurs pattes, puis ils l'attachaient à un arbre. Et ils les laissaient comme ça 2-3 jours s'épuiser, tirer sur la corde pour vraiment qu'ils comprennent que l'arbre était plus fort que eux. Et c'est comme ça, quand ils sont adultes, ils font juste remettre la corde autour du pied et l'éléphant n'essaie jamais de déraciner l'arbre parce qu'il a été conditionné à ce que l'arbre soit plus fort que lui. Puis, en fait, c'est bon pour tous parce qu'en fait, ça montre qu'on est tellement conditionné, on est tellement mis dans des cases qu'on ne se rend pas compte de la force qu'on a puis qu'un éléphant pourrait juste soulever sa patte puis déracinerait n'importe quel arbre. Donc, moi, ça a vraiment, je l'ai lu quand j'étais en secondaire 2, 3, je pense, puis ça m'a suivi toute ma vie. Fait que toi, tu te considères comme un éléphant qui a grandi puis qui est capable de déraciner les arbres, sky is the limit. Exactement, je suis un éléphant. Ah! Fait que c'est un petit peu ton animal emblématique. Oui, c'est mon mindset, c'est vraiment mon animal spirituel, si on peut dire, pour plein de raisons, mais surtout pour ça, parce que je pense qu'on a tous un éléphant en nous, puis on est trop mis dans des cases, puis on se rend pas compte de toute la force, tout le potentiel qu'on peut avoir. Je suis d'accord, c'est vraiment beau comme citation. Ouais. Et on va enchaîner. C'est qui la personne que tu admires le plus et pourquoi?
N'importe qui me connaît, c'est déjà la réponse. Moi, c'est mes parents. En fait, autant au niveau professionnel que personnel, mes parents se sont rencontrés quand ils avaient 16-17 ans et ils ont traversé ensemble une guerre. Ils ont été, dans un nouveau pays. Ils ont tous construit une nouvelle entreprise ensemble. Donc, c'est beau de voir deux personnes, en fait, qui sont capables d'aller au front ensemble, mais aussi de chicaner entre eux, mais toujours de se respecter, toujours s'aimer, toujours s'épauler. Fait que pour moi, c'est vraiment mes idoles et mon exemple à suivre, autant au niveau professionnel que personnel. C'est vraiment touchant. Je les trouve vraiment beaux, tes parents vont râler. Oui, ils sont tellement beaux, je les regarde, je suis comme Autre question, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? As-tu une passion quelconque? Je vais vous donner une réponse d'adulte plate. Les passe-temps n'existent pas souvent. Moi, par exemple, j'ai pas le temps d'avoir du temps libre. Je pense qu'on crée son temps, là. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qui m'animent dans la vie. Moi, je suis une grande fanatique des animaux, de bouger, etc. Mais je pense que en ce moment, là, on est en pandémie mondiale. Puis vraiment, qu'est-ce que je fais pour moi? C'est vraiment le matin, j'ai ma petite routine qui me fait du bien, de faire du sport, de méditer, de visualiser, d'écrire, de lire. Fait que c'est pas mal ça, en fait, mon temps libre. C'est mon temps pour moi, en fait. C'est une très bonne réponse. Moi, je pensais que dans ton passe-temps, tu allais dire boire mon café. Non, là, c'est pas un passe-temps, ça, c'est juste intraveineuse. Quand t'en prends plus que 10, je pense que t'es rendu au niveau de l'intraveineuse. Donc, c'est même plus un passe-temps, c'est juste ma vie. C'est bien dit. C'était quoi ton premier emploi? Mon premier emploi, sans surprise, c'était au Café Castello. J'ai appris à faire du tricycle dans le café, donc c'est sûr que j'ai commencé à travailler très jeune dans le café. J'ai eu d'autres job-ins parce que j'ai vraiment voulu tester d'autres entrepreneurs. C'est là que j'ai compris que jamais de ma vie je vais avoir un boss, donc c'est bien d'aller ailleurs. C'est quoi ton mets préféré? Tout ce qui est sucré, là, vous m'avez tout de suite. Ça peut être n'importe quoi. C'est sûr que je le mange si c'est sucré, mais je dirais pas non à, disons, du tartare, sushi. J'ai hâte que les restaurants ouvrent, là, donc je dirais que c'est pas mal ça, ma gamme de nourriture. Ah, puis des huîtres. Faut pas oublier les huîtres. Tellement bon. C'est quoi ta tradition familiale préférée? Je vous dirais, moi, je suis dans une entreprise familiale, donc c'est sûr que souvent, nos conversations tournent autour de business, etc. Et chaque temps des fêtes, malheureusement pas en 2020, puis non, en 2021, on part toujours tous ensemble en voyage. Puis je pense que c'est vraiment là qu'on reconnaît comme une famille, qu'on est vraiment relax, qu'on est juste une famille sans le business. C'est sûr qu'on en parle, que c'est là qu'on a nos meilleures idées, mais c'est vraiment un temps de qualité, puis c'est vraiment tout le temps mes plus beaux souvenirs. Puis ça fait plus de 10 ans qu'on a cette tradition-là. Donc, j'espère pouvoir continuer à le faire avec eux quand même. Moi, je vais avoir des enfants, que ce soit vraiment des gros voyages, là. Donc, c'est ma tradition préférée. Ah, c'est vraiment le fun. Quelle émission ne voudrais-tu jamais manquer? Et en fait, je suis plate, mais j'écoute jamais la télé, j'écoute jamais rien parce que je trouve qu'un peu c'est une perte de temps. C'est plate Hey, à faire, on hein, se ouais. ressemble là-dessus quand même. Ouais, parce que je suis assise là, puis je tape du pied, mais je suis comme, ah, je veux juste savoir la fin, puis je me dis, OK, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Je suis trop hyperactive, je pense, pour avoir une émission fétiche. Ah, c'est bien parfait comme réponse. Si tu avais une baguette magique pour te téléporter, où irais-tu? Je dirais, en fait, si je pouvais amener des gens, en fait, j'amènerais toute ma famille, mes grands-parents, mon oncle, mes parents, mon frère, puis je nous amènerais en Serbie, dans notre pays natal. Je pense que ça nous ferait tout du bien, surtout, j'ai jamais eu, en fait, l'expérience d'être avec toute ma famille dans mon pays natal parce qu'on a tout fui pendant la guerre. Donc, ça, je pense que ça serait mon plus grand rêve, puis je pense que c'est ça que j'utiliserais, ma téléportation. Ça serait vraiment un beau voyage. Est-ce que ton oncle il est aussi au Québec? En fait, j'ai un oncle qui est aux États-Unis, j'ai une tante qui est à Montréal. Mes grands-parents ont tous émigré aux États-Unis. Là, on a réussi à faire venir mon grand-père et ma grand-mère au Canada. Mais c'est sûr, quand on a émigré, les personnes âgées souvent allaient plus aux États-Unis parce que l'assurance maladie n'est pas gratuite comme au Canada. Donc, ça nous a un peu tout dispersés. Donc, puis j'ai de la famille un peu partout. Nomme-moi un pays, c'est sûr que j'ai un membre de ma famille là. Donc, c'est sûr que ça ferait du bien un peu d'être toutes réunies dans nos racines. Ah oui, c'est certain.
Puis, si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Plus jeune, je pense que j'aurais dit de lire dans les pensées ou de prédire l'avenir, mais finalement, je me rends compte en vieillissant, parce qu'on vieillit, que les plus beaux souvenirs, les plus belles choses que j'ai appris, c'est souvent dans l'inattendu, qu'est-ce qui était imprévisible. Donc, je change complètement ma réponse, puis je pense que ça serait la téléportation. Que ça serait juste, j'aimerais pas avoir la pression de guérir, de choisir qui je dois guérir. Tu sais, des super pouvoirs de comme que t'es extraordinaire. Je pense que c'est ça, juste de me téléporter puis juste de faire confiance comme ça à la vie. Totalement. Mhm. C'était quoi ta matière préférée à l'école? L'histoire, sans aucun doute. Je suis une grande fanatique d'histoire. Puis quand tu connais l'histoire de l'humanité, tu connais l'avenir de l'humanité parce qu'un homme reste un homme. Les belles choses qu'il a faites, les mauvaises choses qu'il a faites, il va les reproduire. On n'est pas plus civilisé que dans les gens qui habitaient dans les années 40. Moi, je viens d'un pays qui a été en guerre civile, donc je sais que les peuples civilisés, tout peut changer, puis les belles inventions, tout ça, tout peut se reproduire. Donc, quand tu connais les réactions passées, tu peux vite prédire l'avenir. Donc, l'histoire, c'est très important. Tellement. Puis, ça a été quoi le plus grand obstacle que tu as dû surmonter? Ça avait été, je pense que j'avais 21 ans, puis c'est quand que j'ai dû m'avouer que je pouvais être faible. Ça a vraiment été le plus difficile. J'ai été diagnostiquée avec un choc post-traumatique. Ça m'a pris 1 an à l'accepter, et ça l'a empiré. Ça s'est transformé en des crises d'anxiété, un trouble d'anxiété généralisé. Puis je voulais pas l'accepter. Puis quand j'ai accepté que je pouvais être faible, c'est là que je suis devenue encore plus forte. Puis qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que je suis, puis je peux vraiment bien gérer mon stress. Souvent, les gens comparent à la zénitude, que je suis tout le temps hyper calme, tout le temps autant sûre, mais je pense que c'est cette période-là de ma vie qui m'a aussi appris à bien gérer le stress, que ça ne sert à rien de s'affoler. Ouais, je pense que d'être capable de canaliser comme toute son énergie puis de comprendre ses forces et ses faiblesses, ça peut tellement être payant sur le long terme. Ah, c'est sûr. Quand tu as une vision claire, tout te suit après. Mais tu es très zen aujourd'hui, puis j'aurais pas pu deviner, tu vois, que tu avais passé par des moments plus difficiles. Mais c'est souvent, je pense, le sujet tabou en entrepreneuriat de parler plus le côté émotionnel, la santé mentale, puis pourtant, quand on regarde les statistiques, c'est tellement quelque chose d'important de parler, puis surtout de démocratiser, puis que c'est pas une faiblesse, mais je pense que c'est une grande force. N'importe quelle faiblesse, en fait, quand tu sais bien l'utiliser, quand tu l'acceptes, quand tu travailles sur toi, ça peut devenir, en fait, ton meilleur allié, en fait. Donc, ouais, vraiment. Quelles sont tes principales qualités? On a parlé de faiblesse, là, on va plus... Ouais, des bonnes choses aussi à offrir, Anya. Je dirais que je suis quelqu'un de très loyal. Les gens qui me connaissent, quand tu embarques dans ma vie, que ça soit bon ou mauvais, je vais défier la terre entière pour ceux que j'aime. Je suis quelqu'un de très transparent. Je fais pas semblant. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime pas. Je fais pas semblant. Si je suis très altruiste, quelqu'un qui a besoin d'aide, que je te connais ou que je te connais pas, je sais que je vais tout le temps répondre à l'appel. Puis je pense que ça serait ça. Là. On va pas faire une liste. On continue. Non, c'est ça. La fille, elle croit à elle à 100%. Mais j'ai très confiance en moi, mais je suis pas envie de ma personne. Mais c'est juste que il faut tout le temps être fier des belles choses que vous avez, puis aussi accepter les mauvaises, mais être fier de ce que vous faites de bon. Oui, tout à fait. Puis, notre dernière question pour la section des questions à rafale. Quel conseil donnerais-tu à la Anya de 18 ans? Mon Dieu, j'en donnerais tellement. Je te fais court, mais j'ai des points. Je pense que je lui dirais, en fait, de ne pas avoir peur de l'opinion des autres, que, en fait, qu'est-ce que les personnes qui t'aiment pas, peu importe qu'est-ce que tu fais, ils vont tout le temps trouver une raison de ne pas t'aimer. Donc, pour les points que quelqu'un t'aime pas, quelqu'un d'autre va t'aimer. Donc, reste tout le temps focus sur toi-même. De jamais avoir peur de dire ce qu'on pense, parce qu'en fait,
tu vas perdre beaucoup de monde, mais au moins tu vas jamais te perdre. Puis Dieu sait qu'il y a des gens aujourd'hui qui savent pas qui sont complètement perdus. Donc, t'es mieux de perdre les autres que de te perdre toi-même. Je pense que je dirais aussi que les réseaux sociaux, c'est de la bullshit. De pas se faire de pression comme ça, parce que même moi, regardez mes réseaux sociaux, on voit toutes les réussites que j'ai faites, mais je mets pas de photos de moi qui pleure dans la douche, ou moi qui ai perdu de l'argent, ou moi il y a un client qui me sort des yeux. On met pas ça. Donc, c'est sûr que il faut pas regarder ça. Puis en plus, je me dis une chance que j'ai pas eu ça plus jeune, parce que même aujourd'hui, à 27 ans, si je m'assois et j'ai un bourrelet, je suis pas grosse, mais je m'assois, j'ai un bourrelet, je vais pas la mettre sur mes réseaux sociaux. Donc, même encore là, ça me travaille. Puis je me dis, commence donc à 18 ans à travailler sur ta personne, à t'assumer, que de traîner ça toute ta vie. Donc, je dirais pas mal. Ah, puis une autre affaire, de regarder avec qui qu'elle traîne. Parce qu'en fait, t'es le résultat des amis que tu as autour de toi, l'équation des 5 personnes qui t'entourent, et c'est totalement vrai. Est-ce que les gens autour de toi t'inspirent? Est-ce qu'ils te restreignent? Est-ce qu'ils te mettent des idées préconçues? Est-ce qu'ils te motivent? Puis souvent, tu regardes où qu'eux sont rendus, puis c'est pas mal le destin que tu vas avoir. Donc, c'est important de bien choisir ses amis. Puis, honnêtement, je ne vais pas faire la vieille personne qu'il faut avoir juste des entrepreneurs, juste des gens en réussite, mais avoir différents groupes d'amis. J'ai mes amis avec qui je sors, avec qui je peux me confier, avec qui que je fais des affaires. Puis, il faut être diversifié, mais il faut être avec des gens qui nous poussent à nous dépasser. C'est tellement important. Puis, c'est drôle que tu en parles, parce que j'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'on est 50%, mettons, notre meilleur ami. Fait que, c'est vrai. Puis on lui ressemble, puis on a les mêmes, des fois, les expressions, les mêmes mots qu'on va utiliser. Fait qu'on est un peu ce que les autres... de notre environnement, dans le fond, c'est vrai. Raison. Vraiment. Absolument. Très bon conseil. Je les appliquerai à la Marie-Philippe de 19 ans. Oui, mais je pense qu'il faut l'appliquer toute sa vie, parce que des fois, dit ce que je dis, fais pas ce que je fais. Là. Moi aussi, il faut que je me les répète aussi. Là. C'est bien, c'est une bonne leçon pour aujourd'hui. Ouais. Fait que là, on s'en va dans la section plus profonde. Puis je te laisse la parole, Émilie. Ben, on s'en va dans justement la section des questions plus profondes. Fait que on aimerait ça vraiment en apprendre davantage sur toi, Ania. Donc, je te laisse la parole, Marie-Philippe. C'est quoi les... Oh, excuse-moi. C'est quoi les 3 mots qui te décrivent le mieux? Force tranquille, on me le dit souvent. Parce que je suis pas quelqu'un qui tape du poing, qui fonce, mais si je veux quelque chose puis je suis décidée, tu vas voir qu'il y a de la force là-dedans, mais tranquille. Je suis une vieille âme, je suis tout le temps en train de parler comme si j'avais 80 ans, puis je suis très un peu réfléchie. Puis je dirais authentique. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais je suis comme ça, puis je fais pas semblant. Je suis quelqu'un de coloré, je suis quelqu'un qui parle sa pensée, puis que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, je suis comme ça. Très bien dit. Quand tu étais petite, quel métier voulais-tu exercer? Et quand je voulais être petite, mes parents le savent, peu de gens le savent, mais moi, mon rêve, c'est de travailler pour l'ONU. Je voulais vraiment être une avocate en droit international. Je voulais sauver la Terre entière. Parce que j'ai tout le temps été très dans l'altruisme. Puis finalement, je me suis rendu compte que le monde était le monde, et que en fait, le moyen que j'avais pour changer le monde véritablement, c'est de changer mon univers, de construire un univers qui est inspirant, et comme ça, inspirer d'autres personnes, puis de faire mon petit cocon, si on peut dire, puis d'aider à ma manière, puis de pas penser que je dois sauver la Terre entière, mais de commencer par sa propre personne, puis ainsi t'inspirer d'autres personnes. Donc, ça l'a changé. Ça a passé d'avocate sauveuse au monde à entrepreneur. C'est différent, mais c'est un aussi beau parcours, puis ça a défini la personne qui était aujourd'hui. Exactement. Puis, c'est quoi les défis? On se posait la question quand on cherchait les sujets qu'on allait aborder avec toi. C'est quoi les défis que vous avez d'une entreprise familiale? Là, c'est sûr que c'est propre à chacun. De manière générale, c'est sûr que c'est difficile, je ne parle pas pour ma famille, mais de manière générale, c'est très difficile de marier pouvoir, argent et émotion. Donc, dans ma famille, il n'y a pas ces problèmes-là. On est vraiment une équipe, on se respecte beaucoup. En fait, le plus grand défi, c'est vraiment, en fait, que tout le monde se sente bien dans l'entreprise, que personne ne sente qu'il y a de la pression, que les gens se sentent à leur place, qu'ils se sentent respectés, qui ont la vraie sensation de faire une différence. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros défi. Mais je vous dirais, de manière générale,
partir une entreprise, puis mélanger des relations, peu importe à quel point tu aimes la personne, c'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu es capable de faire des affaires avec lui que la personne est capable de gérer les questions de décision, l'argent, etc. Les gens vivent mal le stress. Quand les émotions embarquent, en plus, c'est très compliqué parce que souvent, quand les émotions sont là, la rationalité n'est pas là. C'est vraiment les deux contraires. Donc, c'est très difficile. Donc, c'est sûr que toute famille, même il y a des excellentes familles qui s'entendent bien, mais qui ne pourraient jamais faire d'affaires ensemble. Puis c'est normal, puis ça fait pas de eux une moins bonne entreprise familiale ou moins bonne famille. Mais je pense que c'est beaucoup dans la communication qu'il faut passer. Vraiment beaucoup. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu des conflits familiales par rapport à l'entreprise ou... Non, jamais. C'est sûr qu'on va pas être d'accord, mais on s'est jamais crié dessus, engueulé, eu un pétrin qu'il fallait avoir une autre personne embarquée pour régler ça, pour un médiateur. Ça, on n'a jamais eu ça. Mais Dieu sait que je connais beaucoup d'entreprises familiales, en fait. Donc, je sais que des problèmes comme ça existent beaucoup puis que tout doit être écrit sur papier pour pas que nanana, nanana. Mais dans ma famille, très honnêtement, encore aujourd'hui, c'est jamais arrivé. On va toucher du bois, mais ça va bien. Ouais, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Ça, c'est ma question préférée, là. C'est quoi ta définition de la réussite? Ouais, ça, je pense que c'est la plus grosse question à poser à n'importe qui. Mais moi, je pense que j'ai déjà mon image, en fait, quand je pense que je vais avoir réussi. Mon père m'a toujours dit, quand il a su qu'il avait réussi, c'est quand il pouvait aller à l'épicerie sans avoir à regarder les prix, juste à acheter qu'est-ce qu'il voulait manger. Avec le parcours qu'on a eu, c'est sûr qu'on a parti avec 0 $. Donc, lui, c'était ça, sa réussite. Moi, ma réussite, ça va être quand que j'ai mon image. J'ai mes parents qui sont à la retraite, qui profitent de la vie, qui vont jamais avoir un seul souci monétaire ou autre, qui sont fiers de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli, que j'ai porté le nom de famille de l'entreprise le point possible. Puis de l'autre côté, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Et je sais que s'il m'arrive quelque chose de même, personne ne va rien manquer. Puis tout le monde va être fier du parcours que j'ai eu dans leur vie, puis que je leur ai tout apporté quelque chose de positif, puis que je ne vais pas avoir un souci de me dire ils vont manquer quelque chose si je ne suis pas là. C'est que vraiment, tout le monde est bien, tout le monde est fier, tout le monde est content, tout le monde peut poursuivre sa route sans moi. Puis ça va être mon image, donc peut-être que ça va se réaliser dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, mais dans 30 ans, mais je fais vraiment tout pour que ma réussite se réalise. C'est vraiment beau, Anya. Merci. Aujourd'hui, on voulait discuter aussi d'un autre sujet avec toi, plus en profondeur. J'ai lu plusieurs articles, puis j'avais vu ça passer sur les réseaux que tes parents sont arrivés au Québec et ils ont démarré une entreprise avec 0 $. Exactement. J'aimerais ça que tu nous en dises plus sur cette histoire-là, puis et tout. Donc, en fait, mes parents sont originaires de Sarajevo, en Bosnie. Mais ils ont fui à Belgrade. Mon père était joueur professionnel de soccer. Il y avait une compagnie d'import-export, mais il a tout dû abandonner pour fuir à Belgrade. Ma mère est tombée enceinte de moi. Donc, c'était pas une bonne période parce que mon père était vu comme un déserteur. Donc, il devait se cacher. Ma mère, elle a accouché de moi dans les pires conditions. Et finalement, on a émigré ici. Mes parents, en même temps d'apprendre le français, ils faisaient leur plan d'affaires. Et mon père, quand ils sont arrivés, mes parents étaient sur le bien-être social, évidemment, en francisation, etc. Mon père ramassait des patates sur l'île d'Orléans. Il essayait de faire tout ce qu'il pouvait, en fait, pour ramasser quand même assez de sous pour pouvoir partir quelque chose, parce que c'est sûr, n'importe quel immigrant qui ses papiers... Ses études universitaires ne valent rien. Souvent, ils se transforment en entrepreneurs. C'est pour ça aussi que quand on regarde l'indice entrepreneurial de Québec, on se rend compte que souvent, un immigrant sur deux a une intention d'être entrepreneur. Mais c'est pas pour rien. Puis souvent, des gens qui ont tout perdu savent qu'ils peuvent être entrepreneurs parce qu'ils sont déjà prêts à faire des sacrifices. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est pas parce que les immigrants sont meilleurs que que ce soit. C'est juste qu'ils ont eu ce genre de parcours-là. Donc, mes parents ont participé à un programme qui s'appelait Sois ton propre patron.
Et en fait, ils écrivaient leur plan d'affaires pour gagner ce concours-là, puis avoir un prêt de 30 000 $. C'était pas une subvention, c'était un prêt. Il y avait un mois pour trouver une banque, puis parmi les centaines et centaines de candidatures, ils ont été sélectionnés. Et ils ont dû trouver une banque qui voulait leur prêter l'argent, qui était garanti. Et à la toute dernière journée, finalement, une banque a accepté. Personne ne voulait leur passer, même s'ils avaient gagné. Et ils ont ouvert sur la première avenue. C'est là que j'ai appris à faire du tricycle. Mon père, il torréfiait la nuit. Et le matin, il ouvrait avec ma mère. Et moi, c'était mon service de garde. Et c'est vraiment comme ça que ça a grossi, en fait. C'est de bouche à oreille. C'était vraiment un appel aux passionnés. Les gens ont répondu. Donc, d'autres commerces de détail ont voulu avoir notre café, donc on a commencé à leur vendre, puis c'est comme ça que ça a grossi. C'est comme ça qu'on est devenu un distributeur, parce qu'au début, c'était juste vraiment pour survivre. Même la première année, ça n'a pas été rentable, c'est sûr. Ils n'ont peut-être même pas fait 15 000, si je me souviens de mémoire. Donc, ça a vraiment été des années difficiles, mais c'était des gens très fiers, très déterminés, puis ça a vraiment été la meilleure école de vie que, oui, il faut avoir la passion. Et souvent, c'est les passionnés qui ont une vision que les autres n'ont pas, mais il faut aussi mélanger à ça la constance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont constants, mais qu'il n'y a rien qui les allume. Il y a beaucoup de passionnés qui ne sont pas constants et ça mène nulle part. Donc, il faut être capable de marier les deux. Donc, c'est de là que Café Castello a commencé son histoire à Québec. C'est vraiment beau. Puis il y a un petit bout d'histoire qui est intéressant. La première nuit qu'on a passée à Québec, c'est au Best Western sur la rue de la Couronne. Et ma mère, elle a pris un café, puis les filtres n'existaient pas dans ce temps-là, surtout pas en Europe. Et quand elle l'a pris, elle pensait que quelqu'un essayait de l'empoisonner. Donc, premier choc culturel, ils lui ont expliqué que c'était ça le café. Donc, mes parents se sont dit, ça n'a pas de bon sens, il faut vraiment que les gens à Québec goûtent l'espresso. Là, je parle d'il y a 26 ans. Et puis là, plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le propriétaire du Best Western a détruit les chambres où on dormait, puis a construit un café. Et c'est là qu'on vend notre café. Ça s'appelle le Caféine dans le Best Western, rue de la Couronne. C'est là qu'on a passé notre première nuit, puis aujourd'hui, c'est des partenaires d'affaires. C'est donc bien comique. Ouais. La vie est bien faite. Émilie, t'as de l'air surprise aussi. Ouais, mais je suis vraiment impressionnée par toute cette histoire-là. Là, de partir de zéro, c'est de zéro, là, juste d'arriver ici, puis de connaître personne, d'apprendre une nouvelle langue. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant de partir de zéro, à être épanoui, une belle entreprise familiale. C'est vraiment une belle réussite. Là. On parlait de réussite tantôt, mais déjà là, je pense que c'est vraiment une très belle réussite. Là. Vous êtes cute. Puis, Émilie, je te laisse avec la question suivante par rapport à Ania, son rôle. Oui, ben, dans le fond, quel est ton rôle dans l'entreprise Café Castello? La mascotte. Mais plus vrai, en fait, souvent, moi, c'est juste un titre, en fait. En étant relève, c'est sûr que je touche un peu à tout. Mais c'est sûr que moi, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je suis plus à l'aise, c'est vraiment le côté marketing, le développement des affaires. J'adore rencontrer les gens, le côté vraiment humain de l'entreprise. Comme moi, j'ai toujours détesté les mathématiques. J'aime compter l'argent, mais j'aime pas la mathématique. Donc, non, c'est pas mal ça. Mon rôle, en fait, c'est vraiment le développement, mais c'est aussi, je fais beaucoup de RH, très impliquée avec les employés, peu importe dans quel département ils sont, qu'est-ce qu'ils font. J'essaie vraiment de garder ça très humain, très familial. Pour moi, une entreprise familiale, c'est pas juste que les administrateurs, les propriétaires, c'est des membres de la famille. C'est vraiment que ça soit un esprit de famille. Donc, c'est pour ça que j'aime faire un peu aussi de RH, mais c'est sûr qu'avec mon titre un peu de relève, mon titre de relève, je touche à tout. Je fais en fait tout ce qu'il faut, que s'il y a un besoin à l'usine de travailler comme quand il y a eu la pandémie, quand tout a fermé. Nous, on était essentiels, mais on a quand même fermé pour vraiment prendre un temps pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Ben, je vais rentrer à l'usine en soirée, presque de nuit, pour faire des commandes en ligne pour que les gens puissent avoir leurs commandes en 24-48 heures. Donc, c'est vraiment les dessous de l'entrepreneuriat que moi, une toilette bouche, je ne vais pas appeler un employé pour le faire, je vais le faire. Il y a un problème avec une machine, je vais faire ce que je peux. Il manque un personnel dans un café, je vais y aller. C'est vraiment
c'est ça, être entrepreneur, il n'y a pas de sous-métier ou de trucs que tu devrais pas faire. Puis moi, ça me fait tout le temps rire quand les gens me voient, disons, préparer une commande ou des fois, sur mon chemin, j'ai des clients qui doivent se faire livrer, puis je me dis, ils vont l'avoir en 24 heures, donc je vais sonner à la porte, je vais leur laisser. Puis ça me fait tout le temps rire quand des gens sont comme, hey, tu fais ça? Comme si ça devait être gênant ou honteux, t'es rendu plus loin que ça. Mais non, au contraire, c'est quand tu traites l'entreprise, que tu traites les employés, que tu traites les clients comme des gens de ton égal, avec respect et amour, comme eux te traitent en travaillant pour toi ou en achetant tes produits, c'est là que ton entreprise avance. En tout cas, Anya, là, si tu veux, moi, j'aurais pas chialé. Si tu viens me porter mon café direct chez moi, je vais t'accueillir les bras ouverts. Je vais te dire, ah, mais veux-tu en prendre un avec moi? Dehors à 2 mètres. Exact, là. En tout cas, en temps de non-COVID, c'est ça. Oui, je prendrais un café avec toi. Alors, l'épisode s'achève aujourd'hui et j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter pour la prochaine année? De la santé. Je pense que succès, bonheur, amour, c'est toi qui as quand même un libre arbitre sur ça. Puis en fait, même quand tu as tout ça, si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas en profiter. Donc, je pense que surtout en cette période de COVID, on se rend compte que la santé, c'est ce qu'on a vraiment de plus important. Puis c'est la base de tout. Tellement de milliardaires, millionnaires qui sont morts de maladie, il y avait tout, mais finalement, dans leur tombe, ils n'amènent rien. Donc, qu'est-ce qui reste, c'est les legacy qu'ils ont fait, qui étaient très impressionnants, mais je pense que le plus important, en fait, c'est vraiment la santé. Puis c'est ça que je vous souhaite à tous, et surtout à vous deux, d'avoir beaucoup de santé pour pouvoir réaliser tous vos rêves, vos ambitions, là, parce que je suis pas mal certaine, juste en étant dans ce programme-là, ça montre deux femmes très ambitieuses. Merci. C'est trop fine, merci beaucoup. Ben, merci, Anya, de nous avoir partagé ton histoire, ton parcours inspirant. Ça fait du bien. On voit que tu es une femme authentique, puis c'était vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui. Ça a vraiment été un bonheur, puis j'adore parler, surtout si je peux mettre une petite graine dans la tête à quelqu'un que l'entrepreneuriat, c'est possible. J'ai fait un bout de chemin de réussite que je voulais accomplir. Donc, merci de m'avoir aussi donné la chance de pouvoir parler un peu plus. C'est qui, Anya? Ben, c'est sûr que tu gagnes à être connue. Ça, c'est certain. Je te renvoie le compliment, puis je suis pas mal sûre que toi aussi. Mais, tu sais, Marie, je te connais déjà, donc une vraie petite perle à suivre. Trop fine, merci. Bon, fait qu'on se voit tout le monde dans le prochain épisode pour vous inspirer. Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée!